On savait l'islam présent en Algérie, on l'imaginait cependant moderne. Les femmes se promenaient en jeans ou voilées, il y avait place pour les prières rituelles et l'école pour tous. Voici que 30 ans après son accession à l'indépendance, l'Algérie s'apprêtait à mettre au pouvoir le FIS, le Front islamique du salut, un parti religieux. Le FIS fait si peur qu'on a annulé le second tour du scrutin, suspendant ainsi le processus démocratique. Et l'émoi est grand, tant en Algérie qu'en Europe. Doit-on avoir peur du FIS? Nous allons voir quel rôle joue la religion des musulmans dans cette situation politique d'une société en crise. Pour ce faire, nous avons invité M. Jean-René Milot, islamologue. Bonjour, M. Milot. Bonjour. Peut-on distinguer ce qu'il y a de spécifiquement religieux dans la victoire actuelle du FIS? Le FIS mise évidemment sur le sentiment religieux, mais c'est un sentiment religieux qui tourne autour de l'islam, mais une forme particulière d'islam. Et je pense qu'au départ, il faut bien distinguer islam et islamisme. Et qu'est-ce que ce serait l'islamisme? Bon, l'islamisme, c'est disons, l'islam tel quel, c'est la religion que pratiquent les musulmans, alors que l'islamisme, c'est une idéologie qui est en quelque sorte extraite de l'islam. Autrement dit, c'est une idéologie qui va aller chercher des éléments dans l'islam, mais qui va les amplifier, qui va faire un découpage de l'islam, qui va retenir certaines choses, pas d'autres, qui va amplifier ces éléments-là de façon à faire un système qui, à la limite, peut devenir radical, totalitaire. Oui. Et c'est un peu là, disons, que la crainte peut se situer, non pas de l'islam tel quel, mais de l'islamisme tel que prôné par les gens qu'on a pris la coutume d'appeler récemment les islamistes. Et là, vous m'avez parlé de ça d'un point de vue général. Concrètement, là, vous me dites une idéologie, on exagère un peu ce qu'il y a dans l'islam. Concrètement, ça peut ressembler à quoi? Le point de départ, et là peut-être qu'on touche au facteur de popularité, à l'assise, si on veut, populaire du FIS, ces gens-là ont une interprétation de la réalité qui est peut-être pas la nôtre, mais qui est crédible pour les masses, à tous les moins les masses algériennes, pour ne pas parler des autres. Ouais. Eux voient, disons, actuellement dans ce qu'ils appellent la déconfiture des deux grandes idéologies mondiales, le capitalisme et le communisme, ouais. Voient dans ça un peu une preuve qu'au fond, les idéologies créées par les hommes, par les êtres humains, ne tiennent pas le coup et que la troisième voie, à ce moment-là, la vraie voie, c'est l'idéologie qui a été révélée par Dieu, par Allah. Et à ce moment-là, l'islam, pour eux, se présente comme la solution aux problèmes de société qu'éprouvent les musulmans. Ce n'est pas de soi une évasion des problèmes, mais c'est la solution aux problèmes. Alors, en ce sens-là, ce n'est pas des gens qui sont en orbite, c'est des gens qui ont les pieds à terre, qui savent fonctionner dans la société actuelle et qui connaissent justement ce qui peut motiver les gens parce que, évidemment, il faut reconnaître le succès du FIS, c'est beaucoup plus l'insuccès ou l'incapacité du FLN à produire des changements vraiment significatifs. Monsieur Milot, il y a dans l'islam, je pourrais dire même que l'islam se caractérise par un côté pragmatique. Et est-ce que l'islamisme dont vous me parlez n'a pas pris ce côté pragmatique-là pour l'étendre à tout ce qu'il y a dans la société? Parce qu'on peut dire quand même que la religion, c'est de l'ordre du privé généralement, même pour les musulmans. Oui, pour nous et pour les musulmans, disons qui s'étaient modernisés. Oui, justement, parce que en Algérie. De soi, l'islam et la modernité, ce n'est pas contradictoire, c'est réconciliable. Et la preuve, c'est que dans des coins comme l'Algérie, la Tunisie et même le Pakistan d'avant Zia, il y avait une modernisation qui s'était faite et qui allait dans le sens, disons, de valeurs qui étaient presque reconnues universellement, comme l'égalité des humains, l'égalité hommes-femmes et ainsi de suite. Alors, en ce sens-là, l'islam avait fait à la période moderne les ajustements, en tout cas, peut-être pas tous les ajustements voulus, mais on avait fait un bon nombre. Donc, de soi, l'islam n'est pas allergique à la modernité et au progrès. Mais à partir, et c'est là qu'on peut craindre du côté de l'islamisme, à partir du moment où on veut reconstruire une sorte d'islam à partir de différents éléments, ce que font les islamistes, à ce moment-là, ce qu'on risque de faire, c'est de globaliser des choses, de vouloir. Par exemple, si on prend le cas de choses de la loi islamique, la fameuse charia oui. qui fait tant peur, là, bon. Si on regarde à la période traditionnelle de l'islam, bon, il faut dire, pour y aller rondement, que la charia n'a jamais été appliquée d'une façon vraiment universelle, d'une façon extrêmement efficace et compréhensible. Dites-nous ce que c'est la charia rapidement. Bon. Je sais que c'est plus compliqué que ce que vous allez nous en dire, mais très, très concrètement, là. La loi islamique, la charia, c'est né du besoin qu'ont éprouvé les musulmans des premières générations, des premiers siècles, d'ajuster leur vécu historique, qui bougeait énormément du fait des conquêtes, d'ajuster leur vécu historique par rapport
à la volonté d'Allah. Parce qu'au fond, l'islam, c'est d'abord l'obéissance à la volonté d'Allah. C'est d'abord, ça s'est traduit dans le Coran, dans l'exemple du prophète. Mais très, très tôt, les circonstances ont débordé l'Arabie, le contexte immédiat de l'action, de sorte que le Coran, l'exemple du prophète, ne contenait pas nécessairement de quoi régler les problèmes auxquels les gens faisaient face à Bagdad, en Iran, ou encore même en Espagne. Donc, à ce moment-là, ils ont mis au point une espèce disons, c'est devenu la loi islamique, la charia, qui est la voie, et qui dit aux gens, c'est un code de conduite qui dit aux gens comment on fait si on veut être fidèle à Allah, mériter le paradis, qu'est-ce qu'on fait en société. Bon. Mais comme je disais, ça n'a jamais couvert, idéalement, ça devait couvrir tout dans la société, mais ça n'a jamais été comme ça. C'est impossible, de toute façon. La nature étant que nous changeons toujours, il y a toujours de nouvelles situations. Les musulmans étaient des pragmatiques et, bon, ils ont, disons, se sont servis de leur jugement, de leur sagesse, pour voir comment on pouvait appliquer ces choses qui étaient dans le Coran. Ils ont mis toutes sortes de conditions à l'application. Mais là où ça devient, disons, on parle d'idéologie dans le cas des islamistes, c'est qu'eux prennent la loi de façon matérielle, le contenu de la loi de façon matérielle, et ils l'appliquent d'une façon qui, à mon avis, n'est pas traditionnelle. Parce que, si on prend un exemple, disons, le cas des non-musulmans. Bon. Traditionnellement, dans l'islam, il n'y avait pas notre concept moderne, d'ailleurs, d'État-nation souverain. Bon. Les frontières, il n'y en avait pas. C'était des frontières confessionnelles, si on peut dire. La loi islamique ne s'appliquait pas d'abord sur un territoire, mais s'appliquait à des gens, des catégories de gens. Elle s'appliquait aux musulmans, point. Les Juifs, les chrétiens constituaient ce que les Ottomans appelaient des millets, c'est-à-dire des entités qui avaient leur propre système de loi, qui s'auto-administraient pour ce qui était de leurs affaires internes et religieuses. Et alors, les islamistes ont fait quelque chose de très rigide à partir de cet exemple-là précis, par exemple, si on regarde ce qui se passe au Soudan depuis quelques années, c'est qu'on a voulu appliquer sur tout le territoire soudanais la loi islamique, la charia, qu'on disait être la constitution du pays. Or, il y avait beaucoup de non-musulmans. Je voudrais vous parler des femmes, Jean-René Milot, parce que la situation des femmes va changer si le FIS devient le parti au pouvoir avec la charia. Les femmes vont perdre leurs droits. Est-ce que, et leur situation, les femmes algériennes, elles règlent la circulation dans la rue, elles vont à l'université, et on a vu que ces femmes-là retirent leur argent des comptes en banque, mettent leur voiture au nom de leur mari. C'est un peu la panique, hein? Est-ce que l'islam a le potentiel d'intégrer les femmes dans l'évolution qu'on a connue ces dernières années? L'islam, oui. Je pense que déjà, l'évolution qui est une preuve de ça. L'islamisme, c'est une autre question. Là, il y a des éléments, dans la mesure où on voudra faire du Coran ou de la charia une application littérale. À ce moment-là, c'est clair et net, il n'y a pas d'égalité possible. Ça ne veut pas dire que les femmes sont laissées complètement sans protection ou sans statut légal. Ça veut dire tout simplement qu'elles ne sont pas égales. Exemple. Et c'est dans ce cas-là, pardonnez-moi, mais c'est dans ce cas-là qu'on doit avoir peur du front islamique. Oui, et c'est pour ça que les Algériennes ont manifesté tant. Et je pense que c'est pas pur. Si on voit ce qui s'est passé en Iran, c'est pas purement hypothétique, cette crainte-là. C'est parce que si on prend le Coran au sérieux et à la lettre comme ces gens-là le font, ça aboutit à une conception pure et dure de l'islam qui fait, par exemple, que pour le témoignage en cours, on dit dans le Coran, témoignage de 2 hommes ou, à défaut, 1 homme et 2 femmes. Bon, la part d'héritage de la femme est la moitié de celle de l'homme, et ainsi de suite. Il y a toutes sortes d'éléments comme ça qui donnent un statut un peu inférieur à la femme. Et qui font craindre pour elle.